On soucie de la bonne évolution des choses. L'Union africaine va participer à sa manière, à sa façon et selon ses moyens à ce qui se fait. Ce n'est pas seulement des paroles verbales de la part de l'Union africaine. Elle fait dans beaucoup de domaines lorsqu'il s'agit d'organiser des élections et elle le fera ce qui concerne le Congo, dans la mesure où nous avons cru devoir entreprendre cette mission, que nous prenons aussi une part de responsabilité dans ce qui va se passer. Le Premier ministre Matata Ponyo et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs ont échangé notamment sur la revitalisation des institutions régionales, un échange fructueux sur les priorités du mandat de Saïd Djinnit en République démocratique du Congo. Suivez ses propos. Je vais commencer par partager avec M. le Premier ministre l'approche que j'ai prise dans le cadre de mes fonctions d'envoyé spécial depuis que j'ai été nommé et les priorités que j'ai dégagées après un processus de consultation entre les pays signataires de l'accord cadre, mais aussi les autres partenaires, les garants de l'accord. Et j'ai informé donc le Premier ministre du plan d'action, de ma feuille de route en tant qu'envoyé spécial, qui met l'accent sur un certain nombre de questions prioritaires qui, de nature à maintenir sous le momentum de l'accord cadre, mais aussi qui s'adresse et qui s'attaque aux causes profondes de l'instabilité de la région des Grands Lacs. Et c'est dans une grande part des initiatives qui ont trait avec des questions de gouvernance, des questions de développement, de coopération régionale et d'intégration, mais aussi des questions économiques, en particulier la question des ressources naturelles, de l'exploitation responsable des ressources naturelles. Donc évidemment qu'il y a un secteur qui relève de compétences d'un Premier ministre de la République, et j'en ai profité pour partager ces idées avec le Premier ministre qui m'a donné son appréciation, et on a eu un échange très fructueux. Oui, là, et je lui ai parlé du soutien que nous apportons à la réactivation, revitalisation des institutions régionales, y compris la CPGL, l'initiative qui a été impulsée par les chefs d'État de l'accord cadre qui nous ont demandé avec la CIGLR de préparer une conférence des investissements du secteur privé que nous préparons pour la deuxième partie de cette année. Nous avons évoqué la question de la mobilisation des ressources des pays, des partenaires au développement. Le séminaire gouvernemental du gouvernement de cohésion nationale a démarré le jeudi 12 février à la Cité de l'Union africaine, s'est clôturé ce vendredi. Les participants ont adopté 61 recommandations pour souder la cohésion interne. Ils s'engagent à assurer un niveau d'information équivalent à tous les membres du gouvernement. La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Matata Ponyo. Reportage Jacques-Olivier Moulouba et Kiadenzinga. Il a fallu près de 48 heures aux membres du gouvernement de cohésion nationale réunis à la Cité de l'Union africaine pour s'imprégner des principes clés leur permettant de souder la cohésion interne et la solidarité, gage nécessaire pour réussir leur feuille de route. Après 5 modules diversifiés, ils ont arrêté 61 recommandations dont développer une vision sectorielle claire et inspirée du programme de la révolution de la modernité, sur la base duquel le peuple a élu le président de la République et se consacrer sur l'atteinte des résultats concrets. 2. Veiller à assurer un niveau d'information équivalent entre tous les membres du gouvernement, socle de la cohésion et de la solidarité gouvernementale. Ces recommandations seront transmises au chef de l'État, a affirmé le Premier ministre en clôturant les travaux. À Matata Ponyo de préciser qu'elles ne seront pas classées dans le tiroir de l'oubli. Au-delà de ces recommandations, il y a donc des matrices qui vont être élaborées pour pouvoir identifier chaque action par rapport au ministère, quel acteur, dans quel timing, quel est le suivi, et pour que nous puissions avoir des résultats concrets. C'est maintenant que nous allons remettre le feu dans l'action pour que l'ensemble de l'équipe puisse atteindre sa vitesse de croisière. Face aux attentes de la population, le Premier ministre tranche. Le gouvernement va orienter ses actions vers les résultats.
Les évaluations seront faites régulièrement afin d'ajuster les actions aux objectifs du programme du chef de l'État et de maintenir les cap vers l'émergence de notre pays. L'absence remarquable de la vice-ministre du Plan à ses assises, socle de l'action gouvernementale, n'est pas à interpréter autrement. Le chef du gouvernement rassure. Non, mais le ministre du Plan était là et je crois que le ministre du Plan, c'est le principal animateur du ministère du Plan. Comme quoi, plus de peur que de mal, dit-on. Et ce séminaire du gouvernement a été un creuset de solidarité pour les membres. Ils l'ont considéré comme une valeur ajoutée par rapport à leurs feuilles de route respectives. Ils sont au micro de Jacques-Olivier Moulouba et Kadenzinga. Tout s'est très bien passé et maintenant tout le monde est mis au même diapason pour les mettre sur la même longueur d'onde en vue de matérialiser la refondation de l'État dont l'aboutissement c'est le mieux-être du peuple congolais. C'est un moment important aussi de cohésion gouvernementale quand on sort un peu du train-train habituel, les pressions quotidiennes et il y a un peu de retrait sur les missions qui nous ont été assignées. Et c'est une très très bonne chose. C'est un impératif voulu par le chef de l'État, une plus grande cohésion fonctionnelle au sein du nouveau groupe, la nouvelle équipe gouvernementale, mais aussi de la cohérence pour avoir une efficacité plus certaine dans les actions du gouvernement. Oui, et moi je sors de ces séminaires très satisfait. Pour une simple raison que nous avons passé 2 journées d'échange assez importants. Nous avons eu des thèmes importants liés à la gestion du pays, à la nation et aussi au secteur que nous sommes en train de diriger. Donc nous avons été encore renforcés, comme on dit, renforcement des capacités. Nous avons beaucoup appris comment il faut être leader, mais dans une cohésion nationale. Et nous avons eu aussi un exposé très riche et très dense sur les acquis économiques, ce qui a déjà été fait, ce qu'il faut préserver, et puis les défis qui restent à faire. Donc nous avons beaucoup appris. Mettre sur la table les bonnes pratiques de gestion d'un gouvernement de combat, comme le président de la République a bien voulu qualifier l'équipe qu'il venait de mettre en place. Vous savez que c'est un gouvernement qui est composé de plusieurs sensibilités politiques. Il était important que nous recherchions des voies et moyens de consolider l'unité d'action du gouvernement et sa solidarité face aux défis du développement, aux défis de la reconstruction nationale. Nous avons abordé plusieurs aspects, notamment comment cimenter la cohésion au sein de l'équipe gouvernementale, parce que la cohésion est nécessaire pour réussir les missions qui nous sont confiées par le président de la République, qui, comme vous le savez, lui a le devoir de répondre aux attentes de la population. Changeons de chapitre pour dire que bientôt l'AMIBA retrouve son souffle d'antan par le dynamisme du gouvernement et avec l'implication du président de la République. Un groupe d'investisseurs chinois envisage d'injecter de l'argent frais et de la logistique nécessaire pour relancer les activités de la minière de Bakwanga qui faisait autrefois la fierté du pays par sa production minière, à en croire le directeur général de cette entreprise, l'ingénieur Hubert Kazadi Mabika. Tous les efforts sont concentrés sur le montage financier proposé par le gouvernement dans le but de redémarrer la production du diamant à Mbujimaï. L'AMIBA a entre autres besoin des engins lourds et autres équipements d'exploitation pour son redécollage après avoir connu près d'une décennie de crise de financement et de vieillissement d'outils de production. Parlons à présent des agents du conseil d'administration des instituts supérieurs pédagogiques qui sont en colère ce vendredi. Ils étaient tous dans la rue. Ils protestent contre la décision prise par le président du KSP portant rabattement du conseil académique Jean-Joseph Ngandou. Ils l'ont dit au micro de Martin Moudimbi Kapenga. Bon, au niveau du KSP, il y a un problème de mégestion, disons. Déjà, nous avons un président, le professeur Boura, et un secrétaire permanent, Mme Moussa Oukalon. Nous avons remarqué que ces derniers temps, le président a tendance à s'accaparer
certains pouvoirs du secrétaire permanent. Et ça, ça s'est remarqué dans l'affaire concernant le conseiller académique Ngandou Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Le conseiller académique syndicaliste a participé à une émission à la RTGA sur laquelle, en tant que syndicaliste, dans laquelle on lui a posé une question, son avis sur le discours du président du 15 décembre concernant l'état de la nation. En tant que syndicaliste, il répond sur le social. Malheureusement, le président se permet de coller une demande d'explication au conseiller académique. Et attention, il n'a pas pouvoir de coller une demande d'explication à un agent du conseil d'administration. Parce que la demande d'explication est un document administratif d'information. Il colle la demande d'explication. M. Ngandou Kongolo s'explique. Et comme il n'est pas d'accord avec les explications de M. Ngandou, il se permet de rabattre sa décision qui nommait M. Ngandou conseiller académique. Comme annoncé au sommaire, jeunesse et radio, c'est le thème choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de la radio. À cette occasion, l'UNESCO a appelé à l'implication des jeunes à la production des programmes radiophoniques. Ce message a été lancé ce 13 février par le représentant de l'UNESCO en RDC. C'est un reportage de Léontine Kazamwali et Patrick Mpezo Zanetti. Pour cette 4e édition, la journée mondiale de la radio a été consacrée à la jeunesse. Jeunesse et radio est le thème choisi pour cette année. À Kinshasa, l'UNESCO a, à travers un atelier d'échange avec les hommes des médias et les étudiants, émis le vœu de voir une forte représentation des jeunes dans la production des messages radiophoniques. L'UNESCO encourage à cet égard les stations de radio à définir leur concept de programmation des jeunes. Il devrait y avoir davantage de programmes de radio produits par les jeunes. Il serait souhaitable d'augmenter la programmation radio d'émissions réalisées pour les jeunes et par les jeunes. À travers son représentant, le ministère de la Communication et Médias a rappelé l'importance de la radio avant de formuler quelques recommandations pour l'implication de la jeunesse à ces médias. Des thématiques essentielles telles que l'égalité des genres, en particulier la lutte contre la violence à l'égard des femmes, la préservation des ressources naturelles et des territoires des communautés, la promotion de l'art et de la culture et la défense de l'éducation peuvent mobiliser la jeunesse. Comment? En impliquant directement les jeunes dans la programmation de la radio, en mettant en place des programmes de formation de la jeunesse au sein des communautés, en rapprochant ainsi la radio du quotidien et de l'environnement des jeunes et en organisant des manifestations pour la jeunesse autour de l'art et de la culture. Toutefois, la radio reste une plateforme d'échange où la jeunesse doit trouver sa place et s'exprimer librement. Toujours dans ce chapitre, la recherche permanente de l'actualité, le service rendu à sa clientèle et le divertissement offert à ses auditeurs, ce sont les 3 piliers sur lesquels repose le fonctionnement de la radio du groupe de presse L'Avenir RTGA. La présentation de cette radio vous est faite par Clarisse Ekoko Kapalai et Ben Mondo. La RTGA Radio est l'un des médias du groupe de presse L'Avenir. Cette station des radios privées généralistes arrose toute la RDC. Elle dispose d'une dizaine de correspondants disséminés à travers les grandes villes de la République. La 88.1 émet aussi sur satellite et sur Internet à travers les sites www.groupelavenir.cd. Créée en 2004 après le journal Avenir et la RTGA Télévision par Pius Mwabilumbayo Mukala, la radio RTGA se distingue des autres par sa programmation attirante et sa recherche permanente de l'actualité. C'est-à-dire que nous avons cette mission noble de pouvoir informer, mettre les auditeurs au courant de tout ce qui se passe ici chez nous au pays et pourquoi pas dans les mondes, mais également les divertir et les former à travers nos différents programmes. Voilà, c'est ça aussi la mission de la radio du groupe L'Avenir. Et la particularité, c'est
la musique d'abord, parce que nous avons essayé de faire un petit sondage dès le mois de mars. Donc ici, là, dans une semaine, ils vont devoir suivre un nouveau programme bien élaboré, bien étoffé, à leur demande bien attendue. Cette station privée commerciale cherche aussi à servir sa clientèle à travers la publicité. Cependant, elle tient au respect des valeurs républicaines en accordant la parole à toutes les tendances. Contrairement à ce que les gens pensent, que la RTGA n'est pas là que pour diffuser les informations du pouvoir ou de la majorité au pouvoir. Nous sommes ouverts à tout le monde, à toute tendance politique. C'est à cause de ça à cause de nos informations diversifiées, que les auditeurs prennent le temps ou le goût de pouvoir suivre la radio-télé Groupe L'Avenir. La RTGA Radio travaille en synergie avec la télévision de ce groupe et les quotidiens L'Avenir, son partenariat avec les organismes internationaux dont Search for Common Ground, l'Institut Panos Paris et le PNUD, fait d'elle d'un média très écouté en Afrique. Alors que le monde célèbre cette journée de la radio à Kasumbalesa dans le Katanga, les professionnels des médias de cette cité ont observé la journée sans presse, une manière de protester et dénoncer les tracasseries dont ils sont victimes. Le vice-président de l'UNPC, district du Haut-Katanga, nous précise dans cette correspondance. Que nous avons décrété le 13 février 2015 comme une journée sans presse. Il y a des raisons qui ont fait à ce que nous puissions décréter cette journée. Les raisons sont multiples. D'abord, c'est suite aux tracasseries que subissent nos journalistes dans notre cité de Kasumbalesa. Alors, le cas récent, c'est ce que nous avons connu hier de l'arrestation arbitraire de notre confrère Jean-Claude, qui est journaliste de la CAR TV, en même temps correspondant de la RTGA. Alors, suite à cet événement, nous nous sommes dit, nous allons observer cette journée comme une journée sans presse et une journée qui coïncide avec la journée mondiale de la radio. Voilà notre donc ce qui nous a motivé à ce que cette journée passe comme une journée sans presse. L'objectif, c'est comme la presse est considérée comme le quatrième pouvoir. Donc notre souci, qu'il y ait une collaboration avec les restes des pouvoirs. Donc il y a les trois pouvoirs, que le presse qui est comme le quatrième pouvoir soit aussi respecté et qu'il y ait aussi une collaboration avec les autres pouvoirs. Parce que si la presse n'est pas respectée, alors nous sommes en train de priver la population des informations. Alors, or, c'est à travers, parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas accéder facilement à des informations qui peuvent venir de Kinshasa, mais à cause de la presse qui est locale, il y a cette facilité de retransmettre directement certains événements qui se passent dans notre cité et les informations, même dans différentes langues, que les pouvoirs puissent aussi respecter nos droits. Et en ce moment-là, nous pouvons maintenant nous exprimer. Alors c'est ça les objectifs ou les raisons qui ont poussé à ce que cette journée soit décrétée une journée sans presse. Aussitôt rentré dans sa province, après avoir eu des contacts avec certains membres du gouvernement pour le développement de sa province, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, a visité les chantiers du stade de Lumumba en pleine modernisation. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Nord Kivu. Le festival Amani a démarré ce vendredi à Goma, festival qui vise la promotion de la culture de la paix. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial Mélisse Boassi. Bonsoir Mélisse. Oui, pour ce premier jour du festival, ce vendredi, il y a eu plusieurs programmes pour cette première journée du festival Amani ici à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Tout a commencé d'abord à 11h30 où il y a eu un groupe qui a chanté l'hymne du festival. Et puis après, il y a eu des ONG qui se sont installées dans la sainte du collège Mwanga situé ici dans la commune de Karissimbi où se tient le festival. Il y avait des expositions d'articles de différents ONG et puis de maisons qui sont venues pour des raisons publicitaires. Et puis il y a eu le groupe traditionnel et les différents groupes locaux qui ont ensuite agrémenté la première partie. Et dans la deuxième partie aujourd'hui, il y a eu deux grands artistes qui ont clôturé le spectacle de la première journée. D'abord, il y a eu Mani Martis qui est un artiste musicien rwandais et aussi Bill Clinton qui est un artiste musicien
de la République démocratique du Congo qui est venu de Kinshasa. C'était un moment fort parce que, au-delà des divergences politiques qu'il y a entre les deux pays, il y a deux artistes qui sont montés sur scène des différents pays. Et puis évidemment, il y a eu la présence du maire de la ville de Goma qui était sur place, et évidemment du vice-gouverneur du Nord Kivu et de maire de la ville de Goma, allais-je dire, donc qui était là sur place dans ce festival à Mani. Donc ce festival qui est aussi l'un des éléments fédérateurs de paix. Donc il y a eu beaucoup de Gomatraciens, des habitants venant du Grand Lac qui ont répondu présents à ce festival. Plusieurs festivaliers, on parle de plus ou moins 30 000 qui ont pris d'assaut l'enceinte du collège Mwanga situé dans la commune de Karisimbi, ici à Goma. Il y avait une liesse totale, en tout cas. Toute la population, on sent ici qui est derrière ce mot, la paix, parce que Goma a connu de guerres dans les années précédentes. Alors tout le monde est motivé. Oui, Mélisse Boassi, tout le monde est motivé, mais que prévoit le programme pour ce samedi? Déjà, ce samedi, il y a divers programmes. Il y a une grande tête d'affiche pour le samedi. Il y a Habib Kouaté, qui est l'artiste musicien malien, qui est arrivé aujourd'hui à Goma, en passant par la grande barrière qui sépare Goma et Rwanda. Donc il est arrivé aujourd'hui. C'est lui qui va clôturer la journée du samedi. Mais avant cela, il y aura encore l'hymne du festival demain. Et puis il y aura un artiste qui est venu de Butembo, Mistafaba, qui va jouer demain. Et puis il y aura le groupe Maya Santa de Goma. Et puis le groupe traditionnel Lyon Story qui vont jouer avant la clôture, bien évidemment, à 16h30 demain, de Abi Kouaté, l'artiste malien, qui a signalé sa présence déjà ici à Goma. Merci beaucoup, Mélisse Boassi. Merci beaucoup, Suzy Kidira-Omar. Voilà, c'était là notre envoyé spécial, Mélisse Boassi, à partir de Goma. 3 ans jour pour jour mourait le feu Augustin Kantumba Mwaké, raison pour laquelle une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Selon l'officiant du jour, après la mort, il y a une vie et l'espérance de vivre éternellement auprès de Dieu créateur. Le père Gustave Lubonda a exhorté également l'assistance à suivre comme Augustin Kantumba Mwaké dans la discrétion. Reportage Martin Kayembe, Esther Mpezomba. 3 ans après la disparition du député national et conseiller du chef de l'État Augustin Kantumba Mwaké, la famille biologique du défunt, les amis et les cadres de la majorité présidentielle se sont retrouvés pour une messe d'action de grâce en sa mémoire. Le père Gustave Lubonda, officiant du jour, a dans sa prédication exhorté les participants à la messe sur le mystère de la mort selon les Saintes Écritures. Après la mort, il y a une vie et l'espérance de vivre éternellement auprès du Créateur. L'orateur du jour a aussi précisé qu'Augustin Kantumba Mwaké reste un modèle d'humilité et d'amour, qualité qu'il a prônée tout au long de sa vie sur cette terre des hommes. Le moment fort de cette célébration eucharistique reste le témoignage de l'ambassadeur Antoine Gonda, l'un des rescapés du crash qui a emporté Kantumba Mwaké. Augustin a été retenu par la mémoire d'Augustin. C'est avant tout l'amour du prochain. Et il a donné sa vie pour cela. L'amour du prochain, l'amour de la patrie, la détermination. La messe a connu la participation d'Oba Minakou, président de l'Assemblée nationale et secrétaire exécutif de la majorité présidentielle, mais aussi du Premier ministre, chef du gouvernement de la cohésion nationale, Matata Ponyo. Voilà un communiqué dans cette édition d'information. La direction générale de la Société nationale d'assurance SONAS a la profonde douleur d'annoncer à l'ensemble du personnel et à tous ses partenaires le décès inopiné du directeur principal Charles Malonda Malanda Makumbu, directeur de région Ouest, survenu ce samedi 7 février 2015 à Matadi. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 12 février 2015, arrivée du corps à Kinshasa par la nationale numéro 1 Bas Congo
pour la morgue de la clinique Ngaliema. Samedi 14 février 2015, levée du corps de la morgue de la clinique Ngaliema pour l'exposition et veillée mortuaire à la Foire internationale de Kinshasa-Fikine au pavillon 13. Dimanche 15 février 2015, départ à 13h au cimetière de Mingadi pour inhumation. La SONA se présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 1er février 2015. Carole Aguito Amila. Voici les grands titres de cette édition d'information. 61 recommandations pour souder la cohésion interne ont été formulées à l'issue du séminaire du gouvernement de cohésion nationale. La cérémonie de clôture a été présidée ce vendredi par le Premier ministre Matata Ponyo. La publication par la CENI du calendrier électoral global pour le cycle électoral 2014-2016 suscite les réactions. Si du côté de la majorité, il n'y a pas encore une réaction officielle, l'opposition politique a pris acte de ce calendrier tout en restant vigilante quant aux contraintes évoquées par la CENI. La journée mondiale de la radio est célébrée ce vendredi sous le thème Jeunesse et radio. L'UNESCO profite de cette occasion pour solliciter l'implication des jeunes à la production des programmes radiophoniques. On reste ensemble pour cette édition d'information et on se retrouve pour notre seconde partie avec Patrick Isso Boguessé Bokuma. Mais avant cela, suivons d'abord ces tranches. Ce journal vous a été offert par RTL. Vous informez du temps et d'une importance capitale. Madame, Messieurs, bienvenue à cette prévision météorologique du samedi 14 février 2015. La ville de Kindu fait